Alors, vous avez écrit essentiellement pour la jeunesse et les jeunes adultes. Et est-ce qu'un jour vous pensez écrire pour les adultes tout court? Up until now, you have written mainly for children and young adults. Do you think that in the future you will maybe write for adults or adults? It's definitely a possibility. I actually do have one novel for adults. It is written under a different name, A.D. Robertson, and it's set in the Nightshade world, but it's a romance, and it's an erotic romance. So we wanted to make sure there was a clear distinction between the books that were for young adults and the books that were for adults, and so that's why I wrote under a different name. It's called Captive. And I really enjoyed writing it, and so I do think at some point I will definitely delve back into the adult world, but my favorite types of stories to write are coming of age stories, so I think for the majority of my writing career, my books will be for young adults for the most part. Alors en fait, elle a bien déjà à son actif un roman pour adultes sous un autre nom. En fait, elle a écrit sous le nom de A.D. Robertson. C'est un livre qui s'inscrit dans l'univers de Nightshade. Il se trouve que c'est une romance pour adultes. C'est même une romance avec des aspects érotiques. Et donc, ils ont voulu, l'éditeur et elle, faire une distinction claire entre ces romans adultes et ces romans young adultes. D'où le changement de nom, sachant qu'en fait ça s'appelle Captive et qu'elle a adoré le faire, donc elle va sans doute faire d'autres romans pour adultes à l'avenir, mais que son goût profond c'est quand même pour les moments de l'adolescence et de la vie du jeune adulte où il décide de sa vie future, que c'est des points cruciaux dans une vie, qu'elle aime beaucoup ça et que donc sans doute elle écrira principalement dans le genre young adulte. D'accord. C'est vrai que c'est déjà ce qu'on trouve dans Le secret de l'inventeur. Oui. Alors maintenant on va parler plutôt steampunk. Comment êtes-vous arrivé à écrire justement du steampunk? So how come you ended up with the idea of taking up the steampunk genre? So the steampunk genre was very appealing to me because prior to becoming a full-time author, I was a professor of history at university, and I love studying history, and so the idea of writing a novel set in an historical period was very appealing to me, but my favorite genre of literature to read and to write has always been fantasy, and steampunk offered an opportunity for me to do both at the same time, so that was very exciting. Alors en fait, pourquoi? Eh bien d'abord parce que avant d'être écrivain à plein temps, elle était professeure d'histoire à l'université. Et donc elle était vraiment tentée par l'idée d'écrire en s'impliquant dans un genre comme celui-là, l'histoire, mais son genre littéraire préféré c'était aussi le fantastique, la science-fiction, la fantasy, donc en fait le steampunk lui permettait d'allier les deux. Et alors, est-ce que vous avez des titres steampunk de référence? Are there authors or books that you would like, you really enjoy that are steampunk? So whenever I start writing a new novel, I stop reading in that genre because I don't want and my own ideas to get muddled at all or influenced by the things that I'm reading. So I had not read a lot of contemporary steampunk. However, I was very influenced by authors that are often referred to as kind of the founders of the steampunk genre, even though at the time they were writing, the word steampunk did not exist, wasn't in use. So I really, really admire and love the works of Mary Shelley and Jules Verne and H.G. Wells, and I consider their books to be very, very much a part of the world I was creating. Alors en fait, quand elle commence à écrire un livre dans un genre particulier, dès qu'elle sait qu'elle a ce projet dans le futur, elle cesse de lire dans ce genre. Donc pour être complètement honnête, elle préfère ne pas se laisser influencer, elle préfère garder ses propres idées fraîches et originales. Donc elle n'a pas lu beaucoup de fantaisie contemporaine pendant toute la période d'élaboration du titre et un petit peu avant. En revanche, elle aime beaucoup certains des auteurs considérés comme les fondateurs du genre steampunk, nommément H.G. Wells, Jules Verne et Mary Shelley, bien sûr, Frankenstein. Donc ces auteurs-là, elle n'a jamais cessé de les lire. Alors maintenant, on va parler plus précisément du secret de l'inventeur. Le roman trouve, j'ai l'impression, un écho très positif en France. Et que diriez-vous à un lecteur qui n'en a pas encore entendu parler pour le convaincre de le lire?
So on to The Inventor's Secret now. The novel is finding right now has a lot of good reviews in France. So how would you pitch it? Explain what the universe of the book is, or explain why a reader should read that book to the website reader who haven't had a chance of having a look at it yet. Sure. Well, for me, The Inventor's Secret is very exciting because it brings together a lot of things. It's an adventure, it's a romance, it's a mystery, and it's well, it is a steampunk book. One of the things I really tried to do was to make it a unique steampunk book, and it's different from others in that it is set quite a bit earlier than most steampunk novels are. Most steampunk novels take place in Victorian England, and that is in the late 19th century and sometimes even to the early 20th century. And because my own history specialization was on the American colonies in the 17th and 18th century, the work I did leads up to the American Revolution, and the history of North America that follows it is often all kind of still pivoting around the American Revolution. And so what I wanted to do with The Inventor's Secret was to take out that central piece, to say, what if the Revolutionary War failed on the part of the Americans? How would that completely alter history on the North American continent? And what then fills the void is the imperial conflict between the British and the French. And so I think that it recasts a familiar history in a way that is surprising and compelling, and brings in an international cast of characters that are basically battling for control of the North American continent. And they will meet characters who are frightening, who are funny, who are endearing. I think that it just it has a great diversity of elements that for me are always the kind of things that I look for in books, and I hope that readers will find that is what they are looking for as well. Alors en fait, le secret de l'inventeur, c'est à la fois une histoire d'aventure, il y a des éléments mystérieux, il y a des éléments de romance. Elle a voulu en faire un steampunk certes, mais un steampunk qui aura quelque chose d'unique. En fait, elle a choisi donc de placer son histoire. Alors habituellement, tout ce qui est steampunk, ça se passe dans l'Angleterre victorienne, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Et donc elle, ce qu'elle a voulu de spécifique, c'est que comme son champ de recherche, c'est les colonies américaines au 17e et au 18e siècle, elle a décidé d'imaginer que la Révolution américaine ne se serait jamais produite, puisque son champ d'étude, c'est la période qui amène à la Révolution américaine. Et donc, cette Révolution américaine, qui est un pivot dans l'histoire des États-Unis, si elle ne s'était pas passée, qu'est-ce qui aurait été différent? Voilà, donc ça lui a permis aussi de ramener dans l'histoire un certain nombre d'acteurs qui étaient de tous les horizons, internationalement, puisqu'il y a des Français, des Anglais, etc., qui se livrent bataille pour le contrôle du continent américain. Bon, en fait, c'est une histoire, il y a des éléments qui sont un peu plus qu'inquiétants, d'autres éléments qui sont très drôles. Elle espère aussi qu'il y a un peu de tendresse dans l'histoire, et c'est toutes les choses qu'elle recherche dans un roman. Elle espère que ça plaira aussi aux lecteurs français. Alors, j'ai trouvé l'univers de Rébellion extrêmement riche et très visuel. Je disais, j'avais l'impression de me promener dans un décor de film. Donc, je me suis demandé où vous aviez puisé l'inspiration. Et par exemple, où était venue l'idée de cette New York flottante que j'ai trouvé absolument géniale. Oh, thank you. Donc elle a compris. The book, she finds it rich and especially visually extremely rich. All the settings were great, and she wants to know where you found your inspiration for that, and especially the floating city of New York, which she just loved. Oh, thank you. Yeah, okay. I think for me, when I'm writing the story, the world itself is as important as any of the characters, because I want readers to feel that they aren't simply, bystanders in a story, that they are actually immersed in the world, that they become part of it. And so having really evocative, detailed settings, I think is one of the most important parts of having that happen, that transportive quality of reading in a book. In terms of like the gadgetry and the machinery and the floating city, a lot of it came from the idea of that steampunk is it's very scientific and very
technological, but it's about how those particular elements can have the aesthetic quality that we find in nature as well, that it brings together the organic and the mechanic. And so for me, to have a floating city of New York did a couple of things. One, it occupies the space of Manhattan that we know. The space of the floating city covers the same space that the island does, but it negates the island because the island is literally under the shadow of the floating platforms. And so in some ways the platforms are like clouds. It's about bringing the city up into the heavens that in some ways represents the achievements of the British Empire and their aspirations to greatness. But at the same time, it's a critique of that because below the platforms is a very dark world. There's the Iron Forest, which was set up as it was supposed to be, you know, a philanthropic exercise on the part of the British governors in order to like create beauty for the lower classes who have to live beneath the city. And instead it's become this crime-ridden, you know, thief-infested place. And the Tinker's Market, even though Tinker's Fair is I think a really delightful space, it's also a very dangerous space, you know, and where the elite go there because it's a little bit naughty, you know, and so even though it has all these like lovely, colorful and garish aspects to it, it isn't something that's sanctioned as the way that the artistic sites above are. So I think what I really loved about the floating city is that it's full of contradictions, and I think that for me, the story that of the Inventor's Secret and the world itself is one that is constantly about contradictions. Like what are the values that people should truly be pursuing? What are the costs and of revolution compared to what its worthiness is? So I really think that the city encapsulates a lot of that. Alors, quand elle écrit, ce qu'elle veut, c'est que le monde qu'elle crée soit presque aussi important que ses personnages, parce qu'elle aime que ses lecteurs soient immergés dans l'histoire. Et plus ce monde est détaillé, plus l'écriture est évocatrice, plus le lecteur a l'impression d'être transporté ailleurs, plus elle a l'impression d'avoir fait son travail. Et donc cette idée de cité flottante, c'est s'encanailler un petit peu. C'est un endroit très coloré, mais un petit peu inquiétant, un petit peu déviant en fait. Et donc toute son histoire, elle aime bien l'idée que c'est une histoire qui, dans ce cas l'inventeur, est comme dans la vie, beaucoup une histoire avec beaucoup de contradictions. New York incarne les deux à la fois, l'empire qui est resplendissant et le fait que c'est un tyran et que dans son ombre des gens souffrent. Voilà. Alors pour continuer du coup avec les contradictions, j'ai eu l'impression en lisant le livre qu'il y avait un léger clivage entre magie et technologie, puisque la foire notamment et la forêt d'acier m'ont vraiment fait penser à un univers de fantasy où on peut se faire tirer les cartes, où il se passe des choses assez bizarres dans les recoins, alors qu'au-dessus on avait un univers très technologique et du coup beaucoup plus steampunk. Alors comment est venue l'idée d'opposer, outre les deux espaces géographiques, mais d'opposer magie et technologie. Alors pour continuer, Sorry. I'm kind of tired now. Yeah, no, sorry. No problem. To continue with the contradictions that you just talked about, she felt, reading the book, that there were magical aspects and technological aspects mixed together in the novel. So for example, the Tinker's Fair and the Iron Forest, when the novel leads us there, she felt it was a very fantasy-like world, and some of the upper levels, on the contrary, she felt that they were dealing very much with mechanics, and that was more steampunk-like. So she would like to know that how come there are two aspects to the novel, and was it difficult to mesh them together? What was that like? Well, for me, I think approaching steampunk was very much about bringing history and fantasy together, and so when I wanted to work within a world that embraced more of science and technology, I didn't want to lose the aspects of magic and the supernatural, because I think steampunk falls under the umbrella of speculative fiction, and for me speculative fiction itself is about pushing the envelope when it comes to boundaries, so that you aren't locked into a specific way of presenting a genre.
And I also wanted to deal with the idea that science itself, the history of science, is very closely related to the history of magic. Chemistry began as alchemy. Some of the most famous scientific minds were trying to discover the occult origins of things like time. And actually Isaac, it was Isaac Newton actually spent a large portion of his life trying to determine what the end of the world would be, and used alchemical experiments to do that. So I think we too quickly divorce science and magic when in fact they're very closely related to each other. So it's I feel like I'm using the shadow metaphor a lot, but I do feel like it's light and shadow that are both doing the same thing with different aspects. And so for me, when I'm dealing with things like Grave, who is in many ways an impossibility. So his story, without giving too much away in the interview, is really about a triumph, a scientific triumph, but it's also made possible through supernatural means. So one couldn't happen without the other. And I think that a lot of what the Inventor's Secret Trilogy tries to explore are the ways that humans try to reach into the unknown, and we try to reach into the unknown through science, and that is kind of the sanctioned, rational means of knowing the world, but we also try to understand who we are and what the world is through the fantastic, through the spiritual, through the supernatural, and I wanted to have both pieces in play. That's the same reason that I have the mythology of Athena and Hephaestus as being the central deities of the Inventor's Secret, because Athena represents that kind of arcane knowledge and wisdom, and Hephaestus represents the craft and material creation, and so they are the counterbalances of that kind of life philosophy. Alors, en fait, elle pense que son histoire c'est surtout spéculatif, et qu'en fait les règles du jeu quand on écrit de la littérature spéculative, c'est de savoir repousser les limites d'un genre par exemple. Et donc pour ce qui est du steampunk, elle voulait pas, je pense que l'idée c'est qu'elle voulait pas se limiter à seulement du scientifique, et qu'elle voyait pas pourquoi il y aurait pas justement quelque chose de vrai, de la magie dans l'histoire. Alors elle développe en disant en fait, la relation entre la science et la magie qu'on pense antagoniste, en fait, elle ne l'est pas tant que ça. Par exemple, la chimie a commencé comme par l'alchimie. C'est devenu une matière scientifique, mais à l'origine, c'est quelque chose d'assez magique dans l'esprit des gens qui ont commencé à l'utiliser. Et à l'origine, Isaac Newton, par exemple, a fait beaucoup d'expériences sur la fin du monde, et il utilisait l'alchimie comme le moyen d'une de ses expériences, enfin de certaines de ses recherches. Or, c'était un scientifique reconnu. La science et la magie, pour elle, donc elles sont liées, on les sépare un peu trop facilement. En fait, c'est comme la lumière et l'ombre, c'est comme les deux côtés de la même pièce. Et donc, par exemple, Grève, c'est un petit peu... son histoire est un petit peu théoriquement impossible. Il incarne une impossibilité, en fait. Son histoire, c'est un triomphe de la science, certes, mais sans vouloir révéler sans spoiler trop l'histoire, mais c'est ce qui lui arrive ne serait pas possible sans des éléments surnaturels. Et donc on ne peut pas avoir l'un sans l'autre dans son univers réel, et elle estime que même nous dans le monde réel, on essaie d'expliquer ce qu'on ne comprend pas, l'inconnu, au travers de la science. Et on essaie aussi beaucoup d'expliquer ce que nous sommes, le monde comme il est, en utilisant des éléments, en essayant d'interpréter de manière spirituelle et quelque part parfois surnaturelle, et que donc la science et la spiritualité ne s'excluent pas. Voilà, et donc ça s'incarne dans le roman au travers des deux figures d'Athéna et Héphaïstos, Vulcain. En fait, elle représente la sagesse, et lui représente l'artisanat et la création. Donc quelque part, ils sont le symbole de cette dualité. Oui, d'ailleurs,
J'ai trouvé très intéressant cette religion basée sur le christianisme, mais en même temps qui rattrape plein d'éléments de l'Antiquité. Et c'est une idée vraiment assez originale. Et bah, du coup, comment est venue cette idée de mélanger les deux Non, merci beaucoup. So she loved the idea of a Christian country who would still worship gods, ancient Greek gods. How come you came by that idea? Where did it come from? It actually comes out of real history in that in the 18th century in Britain and in North America there was a very, very popular neoclassicist movement. And at that point, so you had architecture and art that began to emulate the Roman and Greek periods, so a lot of Doric and Corinthian columns. The elite would have their portraits painted, posed as classical figures wearing the long draping garments and set in this kind of Elysian fields and different familiar places from Greek and Roman tales. And they also really called upon philosophers of the classical period in order to try to create a line of civilization coming from Greek democracy and basically finding its pinnacle in the American Revolution. And of course, in the world of the Inventor's Secret, the American Revolution failed. But I wanted to maintain that adherence to neoclassicism, but take it even a bit further to the point where the British Empire not only still used the aesthetics of Greek and Roman mythology, but they also wanted to return to the worship of the Greek pantheon, that because they felt that the aspects of the Greek deities, particularly of Athena and Hephaestus, so perfectly represented the world that they were living in and the cosmology that they're trying to have the empire embody. It just seemed to me to be a very logical outcome of the practice of neoclassicism, but at the same time to be a very unique way of adding religion into the world. Alors en fait, tout ça, ça vient au départ d'une réalité historique qui est qu'en fait, dans l'Amérique du Nord et l'Angleterre du 19e siècle, il y avait effectivement en architecture, dans l'art, etc., un mouvement de retour d'intérêt pour tout ce qui était grec et romain. Et donc, par exemple, les colonnes doriques en architecture qui revenaient, des portraits, des gens qui se faisaient représenter en personnages mythologiques, ou bien habillés dans des vêtements type toge, etc., d'époque, ou bien dans des paysages gréco-romains, etc. Et donc, à ça s'ajoutait le fait que la démocratie grecque, les Américains voyaient leur tentative de créer une démocratie aux États-Unis comme finalement l'aboutissement de l'invention par les Grecs de la démocratie. Même si dans son livre, La Révolution américaine n'est pas advenue et a échoué, en réalité, elle trouvait ça intéressant de maintenir l'idée que dans l'Empire britannique, il y avait la volonté esthétique de revenir à la mythologie, non seulement la mythologie grecque et romaine, mais aussi carrément de révérer des figures mythologiques du panthéon gréco-romain, par exemple Athéna et Héphaïstos. Et donc, quelque part, l'Empire souhaitait établir une espèce de cosmologie, et il la justifiait en ramenant les choses jusqu'à la base, jusqu'à l'origine gréco-romaine. Ça leur permettait de renforcer cette idée finalement et de justifier leurs aspirations. Et donc, elle trouvait que c'était la suite logique de ce qui s'était déjà produit dans la réalité, ce mouvement donc, néoclassiciste. Et c'était aussi une façon originale d'amener dans son roman steampunk des éléments qu'on ne voit nulle part ailleurs au final. One other thing, just as an aside, and I haven't told anybody else this, but I think it's worth adding, is that this is just a kind of it's a small thing, but I find it very entertaining, is that in... Elle permettait à ses personnages de jurer par Héphaïstos, par Athéna, quand ils voulaient. Et donc, c'était sa lutte personnelle contre la censure qui s'exprimait là, puisqu'elle trouve ça parfois un peu ridicule d'essayer de réprimer, de réguler le langage des jeunes tout le temps. Je trouve ça pas justifié parfois.
Oui, et puis pas très efficace sûrement. And probably not efficient also. Yeah, yes, yes. Regulate. Yes. Alors on va évoquer les personnages. Vous êtes sans pitié avec vos personnages qui sont souvent trahis ou déçus. Mm. Et du coup, est-ce que dans tous ces personnages, vous avez un personnage favori? Your characters now, you're very hard with them. They're very often disappointed by the people around them, sometimes betrayed. Do you have a favorite character? Yes. So my favorite character is Lynette, and Lynette is taken on the role of what I find happens in all my books, is that there will be a character who I have conceived of that I think is going to play quite a smaller role, and then just comes onto the stage and takes over, and I suddenly become my favorite character, and she really took that place in Inventor's Secret. I find that she's so clever, and she's so she's ingenious about moving through the world, and she gets to live the life of a spy, but she doesn't care what anyone thinks of her, and so she's just incredibly unrestrained in a way that I found very appealing. So she's my favorite. In terms of treating characters harshly, yes I do, and I feel bad about it. But for me, whenever I really believe that I mean life is hard. I think life's incredibly hard, and I want, even if a book is a fantasy, I want it to speak the truth to people and speak to their lived experiences. So I don't back away from putting my characters in difficult situations. I do hope that it works out in the end for most of them, even though I know in some cases it just doesn't, because life does not always work out the way we want it to. So I kind of try to keep a balance of realism, while at the same time not being, basically too morbid, just for the sake of not, making my readers hate me. They sometimes do. Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, en fait, son personnage préféré, c'est Lynette. En fait, il y a toujours un personnage dans les romans qu'elle écrit, qu'elle conçoit comme un petit rôle à l'origine, et qui d'un seul coup prennent de plus en plus d'importance, et qui s'impose. Et en général, c'est le personnage dont elle va vraiment tomber amoureuse et qui va finir par être son personnage préféré au final. Donc c'est une fille assez extraordinaire, elle est très libre, c'est quelqu'un de fascinant et qui ne se met aucune barrière en fait. Voilà, donc elle l'aime beaucoup. Pour ce qui est de la question d'être dure avec ses personnages et de leur faire la vie dure, en fait, oui, elle se sent parfois un petit peu cruelle avec eux, mais la vie est dure. Voilà, et donc c'est comme ça. C'est pas parce qu'elle écrit du young adulte et que ses lecteurs sont jeunes qu'elle estime qu'il faut leur cacher que parfois la vie c'est quelque chose de compliqué, que parfois ce qu'on espère n'est pas ce qui arrive, que les difficultés c'est la réalité aussi. Donc voilà, elle veut pas non plus être trop morbide ou trop, trop sombre, trop glauque, mais en attendant elle va pas leur cacher qu'il y a de tout dans la vie, y compris des moments difficiles. Je crois que c'est ce que j'ai particulièrement apprécié, que c'était du steampunk, mais c'était quand même terriblement réaliste. Okay, that's precisely what she loved about the book, that it's steampunk, but at the same time very realistic. Oh, thank you. That's what I was hoping for. Alors je pense qu'on va arriver à la dernière question, parce qu'on a déjà une petite demi-heure de retard. Enfin, 20 minutes. Alors, juste pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à vos lecteurs français? Is there something that you would like to say to your French readers? Well, first of all, thank you. Merci beaucoup. Because it's very wonderful to be here, and I have been overwhelmed with the amazing reception that the book is getting, and all of my conversations have been really delightful. So I hope that my French readers, if they have questions, will reach out to me. I am often very slow at replying to emails, but I do eventually reply to them. So I'm always happy to hear from readers, and I hope they will continue to read the books, and I really appreciate them. I consider both the writing of a book and the reading of a book to be an adventure, and it means a lot to me when we can do it together. Alors la première chose qu'elle voulait dire, c'est merci beaucoup, c'est vraiment merveilleux d'être ici en France. L'accueil qui a été réservé à l'ouvrage était vraiment... elle a trouvé extraordinaire. Donc à ses lecteurs français, elle veut dire n'hésitez pas à lui écrire. En général, elle met un peu de temps à répondre, mais elle finit toujours par répondre à la fin. Et elle est tellement heureuse quand on lui tend la main et qu'on lui raconte un peu ce qu'on pense de ce qu'elle fait. Voilà, et puis donc en fait c'est une
l'occasion pour elle de vivre le livre avec, main dans la main avec le lecteur, ensemble. Donc elle adore ça. Voilà. D'accord, et ben merci beaucoup. Oh, thank you so much. That was delightful. I appreciate it.